Donc Frédéric Charles, moi je suis en charge de la stratégie informatique à l'UNES des Eaux, donc dans le groupe Suez Environnement. Je parle à titre personnel, donc je suis aussi blogueur sur l'évolution des systèmes d'information. Donc je vais me mettre au même niveau que tout le monde, donc voilà. Donc si vous voulez citer mon patron, je vous donnerai son nom. Je m'occupe, l'open data, en fait, pour nous, c'est une des problématiques, mais qui est prise sous l'angle technique. Alors c'est assez intéressant, quand je présenterai d'ailleurs les projets, je pense que je prendrai la présentation, ça serait bien, parce que les 3-4 premiers slides, je pense, vont résonner par rapport à ce que vous avez pu voir dans les présentations avant. Donc nous, dans l'UNES des eaux, en fait, les données, c'est les données de territoire, donc toutes les cartes. Effectivement, on a effectivement aussi une base d'adresses qu'on a montée nous-mêmes pour avoir des adresses de l'ensemble de nos clients reliés à un système d'information géographique. On a numérisé le cadastre dans tout le monde. On a fait le portail IGN avant que le portail IGN existe, puisqu'on avait besoin aussi d'avoir un portail unique pour accéder. Voilà, donc tout ce qu'on vient de présenter là, c'est notre problème au quotidien, et en plus on le partage avec nos clients, les collectivités locales. Alors on le partage, on l'ouvre pas, mais c'est déjà de l'ouverture, mais elles y ont accès. Moi je suis Guillaume Crugnot, directeur général de Canal TP. On est un éditeur de solutions SaaS open source dans le domaine de l'information des voyageurs, donc pour en fait, proposer au réseau de transport des sites web mobiles, applications mobiles qui permettent d'informer leurs voyageurs, d'informer les voyageurs. Et on édite également la solution Navicia.io, qui est une solution qui aide les développeurs, en fait, qui apporte la brique mobilité pour aider les développeurs et les créateurs d'applications à intégrer des informations liées à la mobilité. Donc en fond, notre mission à nous, c'est de promouvoir les modes de transport responsables par une information voyageur performante, quel que soit le média d'utilisation, donc le média officiel d'un réseau de transport, ou bien des applications créées par des tiers. Donc, vous êtes tous les deux sur des sujets, on va dire, d'intérêt collectif, on va dire généraux, qui sont donc l'eau, la mobilité. Est-ce que le fait que ces sujets-là soient des sujets de portée collective vous rapproche naturellement de l'open data, et pourquoi ? Voilà, moi je vous ai dit, les types de données qui vous intéressaient, effectivement, c'est des données qui sont plus souvent, enfin, elles ne sont pas encore dans un bien commun, malheureusement, et on aimerait d'ailleurs bien en profiter s'il y avait un bien commun. Donc nous on les fabrique parce qu'on en a besoin de manière opérationnelle, mais on est en délégation, la moitié de nos contrats sont en délégation de service public, donc en fait on doit assurer un service public qui nous a été confié pendant un certain temps, qui est de la durée du contrat, et donc pendant ce temps-là, en fait, on a besoin de ces données qui sont très très proches de données que pourrait avoir besoin le secteur public lui-même s'il opérait à notre place ou s'il faisait ses activités. La seule différence, c'est que en fait, nous, tout ce qu'on n'a pas, on l'attend peut-être pas, comme c'était dit, on le fabrique. Et donc en fait, à la direction des systèmes d'information, en fait, on a fabriqué, on a la base INSEE, les codes postales et ainsi de suite. Enfin voilà, donc on a tout. Ce dont on a besoin. Non, voilà, enfin, je dirais, c'est vrai que l'eau et les transports, ça saute pas aux yeux, mais il y a quand même quelques parallèles. Évidemment, c'est des réseaux, tous les deux. C'est des réseaux aussi qui sont effectivement des services publics. Je sais qu'il y a un élu, alors j'ai oublié son nom, mais qui avait employé le terme pour la mobilité, de la mobilité courante, avec cet objectif en tant qu'élu de dire qu'il fallait que la mobilité soit accessible à tous les citoyens. Voilà, il y a vraiment ces recherches de dire, pour le transport en tout cas, le sujet d'adaptation aux attentes du voyageur, et au fond de rendre un transport qui s'adapte, qui devienne liquide et non pas solide au sens rigide pour le voyageur. C'est un enjeu de fond de la SNCF. Dans l'un de ses grands défis, il y a vraiment cette recherche de la personnalisation des solutions de transport. Voilà. Donc je pense qu'il y a ces parallèles aussi d'adaptation aux voyageurs. Ouais. Donc là, on parle de la partie, on va dire, positive de la portée collective de vos actions. La contrepartie, c'est que vous opérez aussi dans des contextes de délégation de services publics. Qu'est-ce que ça impose comme obstacle, j'ai envie de dire, ou comme contrainte, tout simplement, lors de démarches open data ? Alors avant, il faut que je présente pourquoi on fait de l'open data. Alors j'ai quelques slides rapidement qui sont les slides que j'utilise en interne pour présenter. Ça bouge, mais dans quel sens? Alors, déjà, tu vas peut-être apprécier le premier, puisque en fait, tu as raconté exactement la même chose. C'est que nous, en fait, la façon dont je présente les choses,
c'est l'open data, c'est la croisée de deux choses, de l'open, donc Open Experience en est un exemple ici, il y a plein de choses qui bougent, Open Classroom, les méthodes, enfin chez moi c'est les méthodes agiles et autres, et bien sûr la data, parce que j'ai une problématique de création de données, et dans les données, moi j'ai des données, alors les données, quelles sont les données que nous on fabrique, parce que je vous ai parlé des données qui étaient du bien commun, qu'on reconstruisait parce qu'il n'existait pas, maintenant les données qu'on produit, nous en fait, sont des données de capteurs, et donc on capte en permanence le niveau de la Garonne, le niveau de nos châteaux d'eau, la température, enfin tout ce dont on a besoin pour piloter le réseau. Donc on a beaucoup de données, on n'est pas encore dans les data déluges et autres, mais c'est vraiment à la croisée du big data. Et c'est vrai que les deux sont assez liés, et dans les modèles économiques, on est plus dans cette logique-là. Alors quelle est la problématique par rapport aux data? La problématique, c'est quand je regarde les collectivités locales, qui sont nos clients, aujourd'hui, la carte 2014 que je vais actualiser sur le site, Libertic, ouais, c'est Nantes, qui fait ça. Voilà, ça c'est aujourd'hui, et encore, quand on colorie une région, c'est parce qu'il y a eu un projet. Moi, mon objectif, c'est tout vert. C'est quoi les freins? Alors, quels sont les points positifs? Quels sont les leviers aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous, on fait de l'open data? On fait de l'open data d'abord parce qu'il y a une action publique qui le demande et qui commence à le demander. On voit apparaître des clauses open data dans les cahiers des charges qui nous disent, ben voilà, vous êtes délégataire de service public, l'ensemble des données de métiers ou d'exploitation vont être libérés. Donc ça, c'est déjà des choses. Il y a des mouvements citoyens auxquels on peut adhérer. OpenStreetMap, c'est pas exactement ça, mais ça pourrait être dans cette catégorie-là. Mais on en retrouve. Il y a surtout Internet, c'est-à-dire qu'en fait, avant, la donnée, ça ne servait à rien parce qu'elle est dans une base, elle est accessible par personne. Maintenant, elle est accessible par tout le monde parce que même les collectivités locales, même les citoyens ont accès à Internet, donc ont à minima un cas d'usage. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent en faire, mais c'est déjà mieux que de ne pas l'avoir. La mobilité, c'est plutôt le smartphone dont je parle quand je parle de mobilité. Et puis, nous, on est beaucoup engagés dans des projets dits de Smart City, c'est-à-dire comment je peux optimiser un certain nombre de choses au niveau de la ville. Et pour faire ça, je sais que mes données vont être importantes, mais j'ai surtout besoin de celles des autres aussi, et que c'est le croisement de l'ensemble qui va faire qu'on arrivera à faire des choses. Donc peut-être qu'en croisant les données de transport avec des données de réseau, on va à ce moment-là pouvoir prendre des décisions qu'on n'aurait pas pu prendre si on n'avait eu que les données de transport ou que les données réseau, et encore moins si on n'en avait pas eu du tout. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui nous amènent à y aller. Après, il y a des freins. Dans les freins, la qualité des données, les formats, la logique de plateforme. Alors les usages, c'est pas trop notre sujet, parce que, mais bon, voilà, ils sont là. Alors, donc nous, pour contrebalancer ces freins, en fait, et donc arriver à faire que la carte soit toute verte, au moins pour nos clients, et pour nos données, en fait, on va mettre en place une architecture. Donc moi, mon boulot, c'est l'architecture des systèmes d'information. Donc on va arrêter de croire qu'en tapant dans des applications, je vais pouvoir directement aller récupérer des données, ça marche à peu près jamais. Et on va aussi arrêter de croire qu'en faisant des exports de Excel et de PDF depuis des applications vers des bénéficiaires, on va aussi y arriver à le faire. Donc ça marchera non plus jamais. Donc nous, en fait, on a développé une architecture dite open data, où en fait on a des sources qui sont internes ou externes, et on va créer un cache de données, qui est un cache de collecte de données, dans lequel on va valoriser l'ensemble des informations dont on dispose. Et ces informations-là, à ce moment-là, vont être mises en ligne sous la forme d'API. Alors vous allez me dire, mais aujourd'hui, mes données ne sont pas ouvertes. En fait, je me suis imposé l'open data dans ma construction de mon système d'information en interne, ce qui est le meilleur moyen de se préparer à être ouvert le jour où j'en aurai besoin de l'ouvrir. Ça veut dire que les portails, les bénéficiaires qui sont au bout, aujourd'hui, ce sont mes sites. Je suis aussi responsable de l'Internet, donc l'extranet Internet. Et donc en fait, ce sont mes sites qui accèdent à cette base de données à partir d'API directement. Mais à la limite, si je donnais la façon d'accéder à l'API à bonne personne et que je sais le sécuriser, ça peut être un développeur et ça peut être une collectivité locale. Donc c'est comme ça que ça se positionne. Donc nous on considère que le principal frein c'est ça. Alors il y a plein d'avantages à ce type d'architecture, à part l'open data. Ça permet de construire des sites HTML5 sur mobile, par exemple, parce que souvent, les applications, ça ne fonctionne pas. Ça permet de préparer le big data, enfin bon, on passerait tout ça. Pourquoi aujourd'hui en informatique on en arrive là? Parce que, en fait, d'abord, ceux qui avaient déjà réfléchi sur des architectures orientées services, SOA, en fait, on en est très très proche. Et puis surtout, c'est les deux petits graphes qui sont là-bas au bout. C'est que l'accès au réseau, finalement, il y en a de plus en plus du réseau partout. Donc en fait, le problème n'est plus d'accéder à la donnée avec le réseau il est partout, et le coût du stockage diminue. Donc en fait, le fait de redupliquer les données et de les mettre à disposition sur un réseau devient beaucoup
beaucoup plus facile à faire aujourd'hui que ça ne l'était hier, en fait. Et tous les jours, ça sera encore plus simple. Donc, c'est pour ça qu'on avance sur cette logique d'architecture. Et alors, un exemple, si vous allez sur le site de l'UNESDESO.fr, vous allez retrouver dans le tableau de bord des communes sur Dijon, par exemple, on va vous dire qu'il y a 309 qualités d'eau, il y a le prix de l'eau, c'est ça, il y a 5 interventions dans la semaine, il les met sur une carte. Toutes ces données sont directement prises de cette base de données. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je me suis déjà imposé sur mon site internet, et demain sur le site extranet, aux collectivités locales, la capacité d'aller taper dans les bases, et donc en fait, par un système d'API. Il suffit d'ouvrir ces API pour le faire ça. Et je considère que si on n'arrive pas à transformer son architecture de cette façon-là, en fait, on va pouvoir discuter pas mal de temps et on se verra effectivement dans la durée de vie des 25 ans, là, pour savoir. Parce qu'en fait, le problème de fond, c'est que la donnée, elle est manipulée par les systèmes d'information et les constater en silo, bah, c'est bien, mais un système, ça dure entre 7 et 10 ans, donc à moins d'attendre son remplacement dans les 7 à 10 années, bah, il faut faire quelque chose. Et la réponse, pour nous, c'est cette architecture. Donc voilà ce type de projet. Donc dans ce type de projet, maintenant, les contraintes qu'on va avoir, bah, en fait, c'est d'arriver, là on retombe sur les modèles économiques, les différents modèles économiques. Vous savez qu'on parle beaucoup d'API, de plateformes, d'architecture. Donc là, on est dans un cas où on va dire que c'est l'open data par défaut. Donc on peut... c'est exactement comme ça qu'on l'a appelé, open data par défaut. On se prépare à l'éventualité que ça puisse être en open data un jour. Et ce jour-là, on n'aura qu'à appuyer sur le bouton pour que ce soit le cas. Est-ce que c'est un mouvement, toi, que tu vois aussi dans le transport ? Le mouvement sur l'ouverture de la data, oui. Alors, clairement, on voit que cette clause-là, effectivement, d'ouverture dans les marchés publics, enfin, on la voit, elle n'est pas encore généralisée, mais on voit que c'est en train de se mettre en place et que progressivement, les collectivités locales, aidées par d'éminents consultants, qu'on a vu passer sur scène tout à l'heure, non, mais voilà, les aident ces collectivités locales à reprendre un petit peu aussi le pouvoir sur l'intégralité de la prestation que ces prestataires font pour le compte des collectivités locales. Donc effectivement, c'est des clauses qui apparaissent de plus en plus. Cela dit, le sujet aussi pour les réutilisateurs à l'autre bout, c'est quand même qu'ils doivent faire face à une multitude de sources de données. Clairement, on le voit bien, même sur Paris, rien que sur l'Île-de-France, il ne suffit pas d'un producteur de données pour être capable de produire un service. Il faut, actuellement, il y a Transilien et RATP qui ont chacun ouvert. Opti n'a pas encore ouvert ses données. Et puis, si on veut les infos de mobilité, il ne suffit pas d'avoir les horaires. Il faut aussi les Vélib, il faut aussi les Autolib, il faut aussi les adresses, il faut aussi les POI. Voilà, tout ça, ça fait tout un volume de données qu'il faut être capable de combiner techniquement et aussi juridiquement. Donc oui, clairement, c'est aussi un sujet qui est en cours. Je pense qu'on n'est pas du tout, on n'est pas encore au bout de ce sujet-là, quoi. Et donc on est aussi ici pour parler de modèle économique. Alors j'en ai pas parlé à Christian parce que j'estimais que c'était plus intéressant de le faire râler sur ce qui n'avait pas encore avancé dans l'année précédente. Mais je vais vous en parler à vous. Sur le modèle de plateforme, donc à la fois côté Navicia.io pour Canal TP et puis côté architecture Open Data par défaut, quels sont pour vous les attendus de retombées ou le modèle économique s'il y en a un ? Alors bon, moi j'espère que je vais choquer personne là, mais bon, nous on a un modèle économique qui est en place, qui fonctionne pour Canal TP. On est rémunéré. On n'a jamais vendu de licence à nos clients. On a toujours été rémunéré pour un service. Donc en gros sous forme d'abonnement pour opérer le service que l'on faisait. C'est pour ça que quand on a ouvert, il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de changement en fait de notre modèle économique. C'était assez naturel. Sur Navicia.io, qui est clairement quelque chose qu'on a posé en tant que plateforme, c'est un projet qu'on a posé de manière vraiment, peut-être que ça peut vous paraître naïf, mais de manière vraiment très ouverte en disant on va faire quelque chose avec l'objectif que ce soit utile pour des développeurs, parce qu'on a compris qu'il y avait un maillon qui pouvait parfois être manquant entre de la data unitaire brute et la création d'une application. Donc l'idée c'était d'encourager l'utilisation de la data qui reste disponible de manière brute, même quand elle est agrégée.
en proposant une API. Donc clairement, cette plateforme, nous on l'a posée vraiment, je pense que ce qui se rapproche le plus, c'est un modèle freemium. Voilà, mais l'idée pour nous, actuellement, c'est surtout un modèle free, c'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre d'utilisateurs qui utilisent notre API de manière gratuite. Et ça va continuer, voilà. Mais en revanche, dès que nos réutilisateurs demandent à avoir un certain niveau de service, donc à avoir un support technique particulier ou à avoir des engagements de niveau de service en termes d'audience, bah là c'est payant. Clairement, on est dans un modèle freemium. Voilà. Alors, nous, en termes de modèle économique, alors, déjà, comme on disait tout à l'heure, la data est gratuite et c'est le service qu'on vend. Et c'est-à-dire que le service qu'on vend, en fait, nous, c'est la délégation de service public ou c'est les services à l'environnement. Et donc, finalement, le système d'information n'est qu'une composante de ça, mais comme les bottes, les chaussures et les pioches, quoi. Bon. Donc, en fait, aujourd'hui, la question ne s'est pas posée de ce point de vue-là. Donc, elle s'est plus vue comme la valorisation de la prestation. Et donc, comment valoriser cette prestation? Il y a plein de façons de le faire et on a vu les exemples. Donc, on est plus côté producteur et côté plateforme de producteurs. Et les valorisations, la première, c'est de faire que, je vais donner un exemple au niveau d'une grande ville sur la voirie, par exemple. L'ensemble de nos interventions qui vont avoir lieu demain, dans la mesure où elles impactent la voirie, peuvent intéresser une ville qui, si elle peut les collecter aussi des autres intervenants pour savoir où est-ce qu'il pourrait y avoir, enfin où est-ce qu'il y aura de la congestion éventuellement de trafic parce que les rues seront bouchées ou pas, et donc pourrait utiliser cette information elle-même pour avoir la mettre sur ses propres systèmes. Alors il y a des villes, je ne crois plus les noms, je crois que c'est Gertrude à Bordeaux, enfin, il y a différents types de systèmes d'information qui réutilisent cette information-là. Voilà. Donc nous on est plutôt dans cette logique-là, mais par contre c'est effectivement dans un modèle aujourd'hui gratuit, entre guillemets, dans la mesure où les données qu'on diffuse sont des données auxquelles elles ont droit et qu'on leur donne, et c'est très très peu de collectivités qui les demandent, très infime. Donc du coup, vous êtes plus dans un modèle, on va dire, d'ajout de prestations et de qualité du service que vous rendez à la collectivité. Est-ce qu'en interne, vous attendez aussi des gains d'une ouverture probable des données ou en tout cas d'une architecture open data par défaut? Bah, le gain interne, c'est vrai que si on le faisait à la main, ça pourrait coûter cher en ressources humaines. Donc effectivement, c'est de se préparer à faire que si demain on nous demande un certain nombre de données, on ne va pas faire des jeux avec des exports Excel qu'on va envoyer par mail. On a donc 2400 clients, c'est moins que les 36 000 communes de France que vous auriez des agglos, mais n'empêche que 2400, si on doit les fournir tous les jours, ça peut tout de suite devenir un problème. Bon, donc il y a forcément des gains à ce niveau-là. Alors le bénéfice qu'on rencontre aussi, c'est que la base intermédiaire dont on parle, on appelle data cache chez nous, qui permet de cacher le système d'information, de le masquer et de ramener en fait l'ensemble de l'information à ce niveau-là, qu'on construit progressivement. En fait, ça permet aussi de mieux comprendre son système d'information, ça permet de rationaliser des choses, ça permet de se poser des questions. Ça, c'est le premier bénéfice, et donc c'est le bénéfice interne. Le deuxième bénéfice, c'est que ça permet de, comme nous, en fait, on n'a aucune vocation dans la plateforme data à valider une donnée. On doit forcément s'appuyer sur un endroit où la donnée a été validée. Alors c'est intéressant parce que on s'aperçoit qu'il y a des endroits où les données ne sont pas validées, donc il faut statuer à quel moment une donnée est validée. Et donc peut être diffusée sur un extranet ou sur l'internet. Et notamment, donc ça fait apparaître d'autres entrepôts de données qui existaient, mais qui viennent sur le devant de la scène, qu'on appelle plus ou moins les infocentres. Et il y en a un par domaine, en gros, le grand infocentre dans lequel on va rencontrer l'ensemble des interventions. Pour nous, c'est une base qui est fiable parce qu'à la fin de la journée, ils ont validé, ils ont prévu, il y a un certain nombre de choses. Donc je vais pouvoir prendre ça. Donc je ne vais pas nécessairement les taper en plus directement dans les applications et comprendre le format des applications. Je vais même appuyer sur la donnée validée. Donc ça nous a le bénéfice, il est dans une meilleure organisation interne justement pour casser ces silos. Au niveau du traitement de la donnée en fait. Non, mais nous, alors c'est pas tout à fait sur le même plan. Nous clairement, plus il y aura de données disponibles en open data, plus on pourra continuer à essayer de les agréger et à les proposer pour des réutilisateurs et des développeurs. Et plus il y aura d'usages qui pourraient être faits de la plateforme, plus probablement se constituera un actif qui lui-même, alors qu'il faudra qu'on reverse aussi, hein, évidemment, mais qui aura comme objectif premier vraiment l'amélioration aussi du bien commun qui est le réseau de transport. C'est de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que par une meilleure connaissance de la demande, on puisse améliorer l'offre de transport. Parce qu'en réalité,
ce que souvent les réseaux de transport connaissent, c'est les questions que des gens leur ont posées au travers du site qui est sous leur marque. Alors évidemment, quand on va poser une question d'un itinéraire sur le site Transilien ou RATP pour donner des marques un peu connues, on est déjà dans une utilisation où on se dit qu'on va utiliser le transport public. Quand on est en train de poser cette même question sur un site qui est mappy.com ou HomeNow ou que sais-je, forcément on est dans une demande qui est que on sait pas, on pense que le réseau de transport n'a pas de solution, mais probablement qu'il n'en a pas. Et avoir la connaissance de ces questions-là, c'est quelque chose qui peut être un bien commun aussi dans l'amélioration de l'offre de transport. Ce que tu dis là, c'est que finalement le modèle économique de Navitia.io, il y a un modèle financier sur on va dire à moyen et long terme, mais c'est aussi une rémunération finalement par la captation de données d'usage. Oui, voilà, faudra qu'on se pose. En tout cas, ce qu'on sait, nous, c'est que vraiment on garde cette trajectoire de se dire notre boulot, c'est de faire quelque chose qui soit utile. Et quand on aura. Enfin, à partir du moment où ce qu'on fait est utile, on se dit qu'il y a moyen de créer de la valeur et d'en discuter de manière équitable avec les parties prenantes. On peut comprendre que des utilisateurs et des créateurs d'applications qui ne gagnent pas forcément de l'argent, au fond rendent un service qui est un service de type service public, et peut-être que inversement la collectivité locale est prête à dire moi ça m'intéresse d'avoir accès à cette information qui a été constituée et de rémunérer ceux qui ont contribué à produire le service à partir du moment où ils ont eu un coût associé à la production de ce service. Voilà. L'idée c'est d'en discuter une fois qu'on aura constitué cet usage. Et de votre côté, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous regardez, donc vous produisez de la donnée que vous pouvez mettre à disposition le jour où on appuie sur le bouton. Est-ce que vous êtes aussi intéressé par cette, comme on le voyait en première partie, cette boucle de rétroaction de données que vous pouvez vous aussi capter grâce à vos capteurs ou même via d'autres moyens? Donc des données qu'on ne produit pas mais qu'on récupère, c'est ça? Que vous pourriez récupérer. Oui, absolument. Donc il y a des données. Alors aujourd'hui, typiquement les données sur la qualité de l'eau en fait sont publiques et elles arrivent au niveau du ministère. Donc on récupère les données de la qualité de l'eau globalement. Alors comme elles ne sont pas ouvertes, on a des méthodes pour récupérer. Mais ça nous permet de nous comparer et de savoir déjà si les données qu'on a fournies nous-mêmes sont bonnes, ont bien été remontées, et puis ensuite de pouvoir se comparer. Donc, mais il y a aussi, on parlait des communes, alors moi j'ai un des extranets dans une des villes qui marche avec des données, où les données, ils voulaient absolument, la collectivité voulait que ce soit OpenStreetMap qui soit derrière et pas ce qu'on avait. Parce qu'ils voulaient avoir un enrichissement, et si eux ils mettaient de la donnée par l'intermédiaire d'OpenStreetMap, ils le voyaient sur notre écran, entre guillemets. Moi j'assure zéro service sur ce sujet-là, si ce n'est d'afficher la tuile. Donc on va récupérer de la donnée extérieure de la même façon, dès qu'il y a des sources qui vont être valorisées. Alors aujourd'hui, nous, notre souhait, c'est dans l'évolution qu'on a d'ailleurs quand il y a eu la refonte de DataGouv. Donc on a incité à ce qu'il y ait la partie API. Donc en fait, nous on est très intéressés par cette partie API parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir le faire avec nos systèmes d'information codés en HTML ou en PHP, et pas par des imports de données qu'on va renettoyer nous-mêmes dans notre propre data pour ensuite pouvoir les utiliser dans nos programmes. On parle beaucoup, donc API, plateforme, c'est un peu le nouveau Graal. Ce sera l'année de la plateforme après l'open data. Quels sont les différents critères, à votre sens, pour qu'un modèle de plateforme puisse être viable? Tu veux? Ouais, Non mais d'abord juste, je pense que alors c'est un mot qui revient à la mode parce qu'en fait il y a eu quand même quelques bouquins un peu populaires là-dessus il y a quelques années. Non, t'étais quand même peut-être né, je pense, Chloé. Mais t'avais pas encore ta carte 1225 par contre. En revanche, donc non mais c'est vrai que c'est un mot qui revient à la mode. Moi je pense que vraiment avant de parler de c'est quoi les conditions du succès, je pense que ce qui fait que ça revient aussi énormément, c'est que il me semble que derrière l'idée de la plateforme, moi j'aime bien revenir quand même sur le sens premier des mots, et l'idée de la plateforme, c'est quand même le propre de quelque chose sur lequel on va pouvoir construire d'autres choses. Et ce qui fait que pour moi on revient, et que ça revient terriblement à la mode, c'est que dans ces temps de crise et de difficulté, le fait de revenir un peu aux fondamentaux de l'union fait la force, comment est-ce que je crée des modèles d'affaires dans lesquels on est dans de la coopération,
et de la coopétition, je pense que c'est une recherche d'efficience, quoi. Voilà. Donc c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles ça revient aussi fortement. Alors du coup, c'est quoi ensuite, une fois qu'on a dit ça, les conditions du succès? Ben, forcément, c'est de créer les conditions d'un engagement et d'une relation avec l'utilisateur. Alors parfois, quand on est dans des plateformes techniques d'API, l'utilisateur, c'est le développeur, mais in fine, lui-même parle à un utilisateur. Donc lui, il va faire des choix, et pour faire ce choix en disant je vais créer du code qui s'appuie sur cette plateforme, il a besoin d'avoir des garanties d'un modèle qui soit fiable, qui soit transparent, neutre. Voilà. Et c'est pour ça qu'à notre sens, une plateforme qui est open source, basée sur de l'open data, donc une plateforme dans laquelle tous les ingrédients sont ouverts, et ça, nous, c'est quelque chose auquel on tient énormément, c'est-à-dire que même les datas, quand on les prend, quand on les améliore, on les redonne en accès. Donc d'une certaine manière, le développeur, il a la garantie d'une neutralité dans l'algorithme de recherche. C'est pas un truc mystérieux où on ne sait pas ce qui ressort ou ce qui ne ressort pas. Il peut savoir comment c'est fait et proposer des améliorations. Il sait quelles sont les données sources. Il sait que si jamais il nous venait une idée farfelue d'appliquer des modèles économiques anormaux, il pourrait reconstruire lui-même en partant de la data et de la techno. Donc je pense que les conditions du succès, elles sont vraiment autour de poser les conditions d'une relation de confiance avec les développeurs grâce à de la neutralité, de la fiabilité dans le service qui est délivré. Et ça, je pense que c'est fondamental. Tu viens de parler de quelque chose qui vous rapproche fondamentalement, qui est l'affiliation open data, open source. Est-ce que tu veux réagir là-dessus, Frédéric? Oui, alors sur l'open source, effectivement, open data, c'était open data. Alors l'open source, c'est dans cette logique d'ouverture. Alors, concrètement, la fabrication des API et tous les modèles de base de données, tout ce qu'on peut mettre, on cherche à le faire avec de l'open source, parce que non seulement à ce moment-là, il y a la communauté des réutilisateurs de données, mais on a aussi le potentiel de la communauté de ceux qui vont écrire des programmes d'une certaine façon. Et puis, certaines API pourraient devenir standard. On parlait des codes postaux, mais ça serait bien d'avoir la liste, mais en plus, ça serait bien d'avoir l'API automatisée qui sera déjà en open source et qui serait fiable. Donc il y a un vrai lien entre les deux. Ce que je vois aussi comme gros avantage dans l'open source, c'est le modèle de communauté, et donc la capacité à avoir un nombre de personnes qui peut être important. Donc notamment sur la fiabilité des données. Enfin, plus les données vont être utilisées, plus on va voir qu'il y a des erreurs, plus elles peuvent être autocorrigées. Donc ça veut dire que quelque part, une des façons aussi d'améliorer la productivité par rapport à la gestion de ces données, c'est aussi sur un certain nombre de données, d'avoir des gens qui vont détecter qu'il y a des choses à améliorer. Donc là, on peut encore s'inspirer du côté de la communauté open source. OpenStreetMap, c'en est un exemple associé à la donnée, mais par rapport à ces différentes API. Donc nous, on est vraiment dans cette logique-là. Et aujourd'hui, le problème qu'on aurait par rapport à du propriétaire, en fait, c'est que souvent, en fait, ils veulent valoriser déjà, dès le départ, le logiciel, donc la base de données et autres, avec des licences qui sont assez chères, avant d'avoir rien tiré. Donc, de toute façon, on n'a même pas le choix, parce qu'en fait, tant que le modèle économique n'est pas établi, commencer à avoir des coûts élevés de stockage, des coûts de gestion de licence, juste de plateforme, rien que pour stocker les données, en fait, ça pose un problème. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on est un peu, on n'a pas le choix, donc en fait, il y a quand même un destin commun sur ces deux sujets. D'ailleurs, moi, j'étais frappé tout à l'heure dans l'intervention, je crois, j'ai confondu plusieurs interventions, donc je ne citerai pas, mais il y avait effectivement des parallèles assez frappants entre la data et l'open source sur les valeurs. Moi, je crois vraiment que même pour un soft, sa valeur, elle n'est pas dans le produit en tant que tel, elle est vraiment elle est dans son usage. Et donc c'est vrai aussi bien du côté de l'utilisateur que du côté du producteur. C'est-à-dire que le programmeur, il n'a pas une valeur d'achat. C'est-à-dire que ce qui fait sa valeur, c'est le fait qu'il soit là pour assurer la continuité du service, le support, la maintenance. Et je trouve qu'on retrouve vraiment cette même thématique qui est que la valeur est dans l'échange et dans le service, elle n'est pas dans le stockage. Voilà. Et là-dessus, en fait, moi, si je réfléchis un peu à ce qui arrive dans le système d'information, et il y a deux réflexions en cours. Bon, la première, c'est savoir où vont aller toutes les données des objets connectés.
qui est un sujet de plateforme qui est énorme, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet, mais quelque part, il y a peut-être une partie de ces données qui vont être aussi en open source. À Paris, il y a eu un exemple où j'ai vu des capteurs de qualité d'air qui sont cumulés, ainsi, et bon voilà, donc on est capable de produire de la donnée collectivement, de la remonter et de l'ouvrir, donc il y a un vrai sujet par rapport à cette logique de plateforme. Et finalement, moi j'en arrive un peu à la conclusion que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une plateforme et il faut qu'il y ait une communauté au bout. Et finalement, OpenStreetMap, dans le domaine géographique, c'est peut-être l'exemple. Et là, à la limite, je vais me dire, tiens, par exemple, si je prends un DataGouv, peut-être le problème de DataGouv, c'est qu'il n'a pas d'odeur. C'est-à-dire qu'il représente tous les domaines, mais sans en représenter un. Alors que quand je conçois que j'ai une plateforme, je sais pas, une plateforme sur les données géographiques, genre une plateforme sur les objets connectés de température, sur la santé, je vais pas en avoir 36 des plateformes, parce que le premier va prendre la part en anglais, the winner takes all. Donc le premier va vraiment prendre une position dominante. Donc il n'y en aura pas beaucoup. Et ceux qui seront là, ça ne sera pas des génériques. Et on le voit, si on reprend le modèle classique des Facebook et autres, ils ont tous un créneau, ils ont un certain nombre de données dans leur modèle qu'ils gèrent d'une certaine façon et qu'ils arrivent à valoriser à travers leur créneau. Et on va assister à peu près à la même chose. Donc je pense que à l'avenir, dans cette logique aussi d'open data, si on pousse, il faut une plateforme, il faut une communauté, et la combinaison des deux va fonctionner et deviendra à ce moment-là une évidence qui fera qu'on n'aura pas besoin de recréer autre chose à côté parce qu'on va l'utiliser et construire quelque chose dessus. Et ça, on ne l'a pas encore réussi dans beaucoup de domaines. Tu empiètes sur ma question de la fin qui était c'est quoi la suite et demain. Désolé. Je pense que c'est parfaitement dit, donc je peux passer le micro à Guillaume. Alors la suite. Alors nous pour la suite, clairement les next steps, c'est quand même vraiment de nous... Enfin, c'est sur deux axes en fait. Le premier, c'est vraiment de nous développer sur l'international, et cette approche open source, elle nous y aide vraiment. Nos premiers contributeurs, quelques heures à peine après l'ouverture du code de Navicia, ils étaient aux Pays-Bas. Et voilà, et clairement, et on a des contributeurs vraiment un peu partout là qui contribuent, et ça va continuer, et ça nous aide vraiment ce modèle open source parce que voilà, il diminue notre effort commercial, probablement en accrochant des contrats de tailles différentes, mais il nous permet de nous développer à l'international. Donc ça, c'est clairement pour nous un axe important dans notre développement. Et le deuxième axe, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là. Pour l'instant, on a ouvert en open source Navicia, mais on a bien l'intention de continuer à ouvrir progressivement toute notre code et tout ce que nous faisons. Ça prend du temps parce qu'il faut se préparer avant de libérer le code. C'est aussi une question de respect des réutilisateurs. Donc c'est un peu de travail, mais on est dans cette voie-là et on ira jusqu'au bout. Voilà. Sur la suite côté réseau, parce qu'on a parlé de la suite. l'avenir. Moi à court terme, les objectifs sur fin d'année, mi-d'année prochaine, c'est de sortir une prochaine version, enfin une nouvelle version de l'extranet mobile HTML5 qui s'appuie totalement sur cette base de données et de continuer à engranger de nouvelles données dans cette base de données. Notamment, on a un gros sujet sur les données temps réel, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé de données qui sont pas temps réel. Donc la donnée temps réel aussi, ça peut être en open data, donc un capteur de température et ainsi de suite. C'est un peu plus compliqué à gérer, donc on a ça sur lequel on travaille. Et puis après on a, nous, on a tous les sujets autour de la Smart City, la ville intelligente, c'est-à-dire de commencer à se rapprocher d'autres acteurs. Pour justement regarder comment par croisement des données, en fait, on peut rendre des choses plus intelligibles qui peuvent intéresser les collectivités locales. Merci, parce que ça me fait une transition parfaite pour l'apéritif. Donc vous allez pouvoir tous échanger et vous rapprocher entre acteurs des Smart Cities. Il y a SNCF, je pense qu'on doit... Il y a deux SNCF, etc. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à vous.